Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Ici Thibaut en direct de la Mostra de Venise, la 81e pardon. Et aujourd'hui je vais vous parler du film Maria, le nouveau film de Pablo Larraín. Alors pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, désolé mais je repasse en audio seulement parce que malheureusement j'ai besoin d'internet si je veux enregistrer avec la vidéo. Et internet sur le Lido de Venise, c'est compliqué, que ce soit en Wi-Fi ou en 4G. Donc ça donne des enregistrements dégueulasses. Donc bref, je repasse en audio pour vous parler de Maria, le nouveau film de Pablo Larraín qui sortira normalement en février prochain dans nos salles. Alors c'est le troisième volet de ce qui est une espèce de trilogie non officielle de biopic sur des personnages féminins historiques. À savoir, il y avait eu Jackie sur Jackie Kennedy. Et puis ensuite, il y a eu Spencer sur Diana, sur Lady Di, et donc voici Maria sur Maria Callas. Et les trois films ont été présentés à Venise. Ça tombe bien, ça boucle la boucle. Alors ici, si vous avez vu Jackie et Spencer, vous savez que la reine s'intéresse à certains passages, certains moments de la vie des personnes dont il parle. Euh, Ici, dans le cas de Maria Callas, il a décidé de s'intéresser à ces derniers jours, qui est une période où elle va un peu se concentrer sur, se recentrer même, si je devrais dire, sur ce qu'a été sa vie, sur ce qu'elle représente, sur la représentation et l'importance de la musique dans sa vie, l'importance de l'opéra, du chant évidemment, l'impact que ça a, l'impact que ça a sur les autres, mais sur elle aussi évidemment. Et, euh, et la reine va s'intéresser à ce personnage de Maria Callas en évidemment via elle directement, on la suit, mais elle n'est pas seule. Alors tout d'abord, il y a ses domestiques, un homme, une femme, dont une cuisinière, et on sent que je vais pas dire qu'elle a plus toute sa tête, mais qu'elle a des petits problèmes quand même. Euh, et notamment lors d'une scène que j'aime beaucoup où on voit sa domestique qui fait la cuisine pour le repas, qui est en train de retourner des poêles comme ça, des aliments, de touiller, pendant que la Calas est en train de chanter et lui demander ce que ça donne. Et on sent un peu un décalage. On sent qu'elle est un peu qu'elle est plus complètement là quelque part, qu'il y a des choses un peu particulières qui se passent dans sa vie. Et effectivement, c'est un moment qui est un peu douloureux pour elle, parce que clairement, elle a des problèmes, elle abuse de médicaments notamment, et elle va aussi avoir des espèces d'hallucinations, on va dire ça comme ça, où elle imagine des gens, elle imagine rencontrer des gens, notamment elle imagine faire des interviews. Et, euh, comment dire, avec mais des interviews qui n'ont pas lieu, qui n'existent pas parce que ces journalistes ne sont pas là. Et ça, c'est quelque chose qui déconcerte notamment ses domestiques. Mais donc, on a ces interactions entre la Calas et ses domestiques, mais aussi avec ces journalistes qu'elle imagine dans sa tête, notamment. Et ça donne une vision des choses assez intéressante de voir comment on projette cette image de la Calas via le regard de ces personnes et donc via aussi le regard qu'elle a d'elle-même, mais via d'autres. C'est-à-dire, vu que ces personnages, elle les imagine, en tout cas certains, c'est comme si elle-même faisait une projection d'elle-même, en fait. Et c'est assez intéressant, mais du coup, comme il y a aussi tout cet univers de l'opéra et de la musique, ça donne quelque chose de très mélancolique et très triste. On se faisait la réflexion avec des confrères et consoeurs tout à l'heure. Et même si je trouve personnellement qu'au niveau de la tristesse, il y a match avec Jackie qui était assez triste. Mais ici, c'est vrai que tout le côté mélancolique et très intense de la musique et de la musique d'opéra, ça donne vraiment quelque chose de très triste parce que ça fait de la peine de voir cette personne atteindre de tels niveaux
dans sa vie, que ce soit en termes de célébrité, de talent, etc. Et, et puis d'arriver aussi à des tels niveaux, quelque part, euh, de tristesse et de, oui, de mélancolie, mais de voir un personnage décliner autant quelque part. Et c'est ça qui est fort dans le film, c'est la façon de la reine de raconter ça, de montrer comment ce personnage fait pour continuer à vivre quelque part, même si c'est la fin de sa vie. J'aime beaucoup la façon aussi qu'il a de pousser les curseurs de la fiction encore plus fort, plus haut, parce que voilà, ce sont tous les trois des biopics, mais avec à chaque fois une part de fiction. On sait que dans les grandes lignes, c'est ce qui s'est passé, etc. C'est la vérité, mais il y a à chaque fois une part de fiction dans ces films qui font que, enfin qui fait que on a quelque chose de plus et de surprenant. Et ici, dans le cas de Maria, c'est notamment via la présence de ces journalistes imaginaires qui sont liés évidemment à sa prise de médicaments. Et donc de parler d'elle-même et de son rapport à sa carrière, à son image, son rapport au public, son rapport aux personnes de sa vie, notamment Onassis, hein, bah, qui a été marié d'ailleurs à Jackie Kennedy par la suite, et qui est donc peut-être le grand amour de Maria Callas. Donc voilà, s'il fallait faire un lien avec les autres films, en voici déjà un. Euh, mais donc voilà, je trouve que cette façon qu'a la reine de raconter cette histoire, de la montrer, alors la raconter, c'est plutôt Stephen Knight, le scénariste, qui était déjà scénariste de Spencer et qui est un des grands scénaristes anglais actuels. Euh, mais donc via le scénario et la mise en scène, je trouve que la reine a vraiment poussé les curseurs encore plus loin et que donc il, il, a, il arrive à quelque chose de plus abouti encore que dans ses films précédents, même si à titre personnel, je pense que je préfère Jackie et Spencer. Ici, vraiment, il boucle sa trilogie de biopic d'une façon vraiment magnifique. Parce que je pense que. Alors, enfin, j'en sais. Je pense, je dis ça comme ça, en vérité, je n'en sais rien. Mais vu l'évolution qu'il a donnée à ces trois films au fur et à mesure, j'ai l'impression qu'il atteint quelque chose vraiment, je vais pas dire de la perfection, parce que non, mais dans cet exercice de style qu'il s'est donné, en tout cas quelque chose de très très abouti, qui fonctionne vraiment à merveille. Donc en tant que public, je trouve que, en tant que spectateur, je trouve que cette trilogie est vraiment très très réussie, avec en plus porté, il est temps d'en parler, par une Angelina Jolie absolument magistrale, qui clairement se positionne déjà pour les cérémonies de récompense de l'année prochaine, bien que le film a été acheté par Netflix aux États-Unis, donc il faut voir s'ils vont mettre le paquet ou pas. Mais très clairement, elle a fait une magnifique prestation, pardon, et ça fait longtemps que déjà ça fait un moment qu'on ne l'avait pas vue au cinéma, mais ça fait longtemps qu'elle n'avait pas fait une prestation d'un tel niveau. À ses côtés, on a parce qu'elle a vraiment une énorme palette d'émotions à jouer dans ce film, avec beaucoup de tristesse, mais beaucoup d'émotions, de, de- beaucoup de choses qui passent par le regard notamment. Et, euh, et vraiment, je l'ai trouvé sensationnel ici. C'est aussi simple que ça. Et en plus, elle est aidée magnifiquement par un duo que j'aime beaucoup, Pier Francesco Favino, acteur italien que j'adore, et aussi Albert Rohrwacher qui joue ses domestiques. Il y a aussi Valeria Golino qu'on retrouve dans le rôle de sa sœur. Mais vraiment, on a un casting absolument incroyable. Et une Angelina Jolie vraiment saisissante, parfaite dans ce rôle. Et, personnellement, j'aime beaucoup voir des artistes interpréter d'autres artistes, mais dans des moments précis. Parce que bon, les films qui parlent de l'art, il y a encore pire, les films de cinéma qui parlent de cinéma, ça c'est vraiment le pire possible presque. Mais les films qui parlent de l'art ont souvent tendance à être trop auto-centrés. Et ici, j'aime beaucoup les parallèles qu'on peut faire entre les différentes disciplines artistiques et les différentes émotions que peuvent passer, par lesquelles peuvent passer des artistes. Et ici,
voilà, il y a des parallèles évidents à faire entre la carrière de la Callas et même son interprète principal, pas que. Euh, et vraiment, je trouve que le film fait passer de très belles choses malgré sa grande mélancolie, je vais y arriver, et sa grande tristesse. Mais vraiment, Maria, c'est une très belle réussite. Chaque plan est un tableau. La reine est un cinématographe, un cinéaste excellentissime qui a une vraie personnalité. Et la personnalité qu'il montre dans ses biopics, c'est celle que je préfère, encore plus que dans ses films un peu différents, comme El Condor l'an dernier. Euh, mais voilà, ici c'est le Larraine que j'aime beaucoup, que je préfère. C'est un très grand cinéaste, je trouve. Et il confirme une fois de plus avec ce Maria qui pour moi vaut un très bon 4 étoiles. Même si, je l'ai dit tout à l'heure, je préfère les autres en termes purement de goût personnel. Mais ici, il a vraiment atteint un excellent niveau de mise en scène, de pousser son concept jusqu'au bout. Et voilà, vraiment, ça vaut largement les 4 étoiles les 4 étoiles que je lui donne. Donc voilà, Maria de Pablo Larraín, c'est un film qui se place déjà comme étant un film important de cette compétition. Euh, un film grâce auquel on entendra encore parler d'Angelina Jolie, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, 4 étoiles, n'hésitez évidemment pas à aller le voir quand il sortira dans les salles. Sur ce, je vous dis à très vite pour des nouvelles critiques en direct de la Mostra de Venise. Il y aura encore de très très belles choses qui vont arriver. Merci beaucoup pour vos nombreuses écoutes et commentaires et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.